Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est le débriefing F1 sur motorstv.com et on va parler d'un Grand Prix appelé certainement à rester dans quelques mémoires, le Grand Prix du Canada. Ça a été absolument incroyable ce qu'on a vu du côté de Montréal et évidemment on va en parler avec Jean-Luc. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, salut à tous. Je vois que tu as amené la feuille de classement oui, et je me permets de regarder que le temps officiel de ce oui. Grand Prix c'est bien 4 heures, 4 minutes, 39 secondes et 537 millièmes. C'est vrai que ça sort peut-être de le Grand l'ordinaire. Prix le plus long de l'histoire de la Formule 1 ou pas loin. Bon, on a beaucoup de choses à dire, hein, Jean-Luc, parce qu'il s'en est évidemment passé bien des choses. Juste tiens, pour commencer sur le déroulement même de ce Grand Prix, cette interruption longue au drapeau rouge, est-ce que tu trouves quelque chose à redire sur toutes ces procédures qu'on a eues de départ, d'interruption, de fonctionnement, si j'ose dire, de ce Grand Prix? Tu m'as bien dit qu'on avait une demi-heure là. Non. Alors, bon, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, bon, la première chose dont il faut toujours se souvenir, c'est qu'il est très difficile de juger à la place des gens qui sont habilités à le faire. Bon, c'est l'éternelle histoire en football, en ce que tu veux, les points les plus simples, en tennis, etc. On peut toujours critiquer. Bon, moi, je regrette. Alors voilà, déjà, je regrette le départ sous safety car. Moi, je pense que probablement, là, on a pris trop de précautions. Bon, pourtant, Emerson Fittipaldi, siégeait, on le sait bien, à la direction de course. Emerson, il a été 2 fois champion du monde, à une époque où, malheureusement, il se tuait 2, 3, 4 pilotes par an. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un qui a du courage, qui connaît, qui a encore roulé il n'y a pas très longtemps. Bon, la décision a été mûrement réfléchie. Je pense que là, peut-être, on est un peu trop précautionneux. Je me permets de rappeler qu'à une certaine époque, on pouvait neutraliser jusqu'au premier virage, mettre des drapeaux jaunes, et puis dire aux pilotes, après le petit escargot, sinon ils se seraient tous empilés à cet endroit-là, vous y allez, et peut-être on aurait eu un vrai départ. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui n'aurait pas changé d'ailleurs la suite, parce qu'au moment où le déluge est tombé, à mon sens, la seule décision rationnelle, c'était naturellement d'arrêter, parce que de neutraliser et d'arrêter, parce que là, réellement, pour moi, d'après ce que je crois savoir, c'était totalement impraticable. Il faut faire confiance aux pilotes. On avait entendu la radio, ils ont été 2 à s'exprimer en disant, de mémoire Vettel et je ne sais plus quel autre, en disant là, on n'y voit plus rien. Donc je crois qu'il faut leur faire confiance. Ce sont des gens qui ont envie d'en découdre, ils sont là pour ça. Ce ne sont pas des lâches ou des couards. Donc le problème, c'est un problème de visibilité, pas forcément d'adhérence aussi, mais essentiellement de visibilité, parce qu'une Formule 1 dans ces conditions-là, c'est une boule d'eau littéralement qu'il y a derrière, et donc le pilote a du mal à voir où se situe la monoplace qu'il précède. Je rappellerai juste un drame qu'on a tous connu, c'est Hockenheim, où Didier Pironi s'envole avec la Ferrari sur l'arrière de la voiture d'Alain Prost, et donc se fracasse les 2 jambes, on manque l'amputé sur place, enfin je te passe les détails, en tout cas ça met fin à sa carrière de pilote de Formule 1, donc je pense que le principal problème, il est là. Alors après il y a le restart encore sous régime de on est d'accord, mais alors celui-là, tu vois, je dis peut-être un peu long sous régime de safety car, peut-être un peu long. On a été un peu prudent, un peu conservateur, mais d'un autre côté, il faut bien permettre aux pilotes d'abord d'appréhender la qualité du circuit, de mettre leurs pneumatiques et leurs freins en température, sinon on va assister à un festival de patinage et de sortie de piste. Donc à mon avis, fallait le faire partir sous safety car pour que les pilotes appréhendent le circuit, mais peut-être l'enlever un peu plus tôt. On a été un peu trop conservateur globalement sur l'ensemble de ce Grand Prix. Voilà. Bon, passons à la victoire de Button. Alors, qu'en penses-tu de cette victoire? Est-elle sa plus belle et une des plus belles de l'histoire de la Formule 1, comme l'a dit carrément Martin Whitmarsh? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas trouvé quand même que Button, c'était un peu brouillon, ça allait dans tous les sens? Enfin, comment finalement tu juges cette victoire? Remarquable, parce que, dans tous les sens du terme, parce que déjà, quand un vainqueur de Grand Prix double son adversaire dans le dernier tour, c'est quand même toujours un élément dramatique, c'est le cas de le dire au premier sens du terme, qui est absolument formidable. De surcroît, quand c'est sur une erreur de Vettel, c'est-à-dire que le pilote le pousse dans ses derniers retranchements tellement qu'un type comme Vettel, que l'on pensait jusque-là quasiment infaillible, en tout cas depuis le début de la saison, commet une erreur, et cette erreur profite à Button, qui est opportuniste, qui est derrière. L'aurait-il passé sans cette erreur? Comment tu le sentais? Toi, c'était délicat, parce qu'après ça, il lui restait le freinage de l'épingle. Je ne crois pas que ça se serait passé là. L'accélération, il y avait une chance. Il y avait une chance que ça se passe dans le dernier retour, mais ça aurait été limite. Bon, ça veut dire que Vettel était vraiment à l'agonie, était vraiment au-delà de ses limites, la preuve. Bon, c'est formidable, c'est un beau déroulé, puis surtout que Button, il a été la chercher quand même. Il a fallu qu'il avale avant d'avaler donc Vettel. Il a fallu qu'il se farcisse, si tu me pardonnes l'expression, Weber, qui était très agressif par rapport à Schumacher, et Schumacher qui retenait tout le monde depuis un moment. Non, c'est une super victoire, la plus belle depuis un certain temps. Oui, ça c'est clair. D'accord. Alors, Button, quand il s'accroche avec Hamilton et Alonso, qu'en penses-tu? Alors Hamilton, moi je dédouane totalement Button. Oui, parce que on est entre équipiers.
faut savoir qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'eau sur la piste. Button sait très bien qu'Hamilton est derrière, qu'il est peut-être à ce moment-là un peu plus rapide que lui, il n'a pas à lui céder la place, on est en bagarre, et là, il prend sa trajectoire normale, qui est près du mur, pour aller chercher la trajectoire pour le freinage. Bah, c'est Hamilton qui pète un câble et qui fait n'importe quoi. Enfin, moi, je suis désolé, mais là, Hamilton, il n'a pas essayé de passer son équipier à cet endroit-là, alors qu'on est, bah ouais, c'est gonflé, c'est dangereux, et il peut éliminer les deux voitures, parce que c'est à un doigt. Hein. Vraiment, si jamais il le pousse un peu, il le met à l'équerre, Button, c'est terminé pour les deux McLaren. Donc non, là, je le dédouane totalement. Alors, sur Alonso, bah, c'est comme un accident de la route, ou on appelle ça un incident de course, quand ils sont deux à vouloir la même trajectoire, il n'y a qu'une place, bah, il y en a un qui paye l'addition, 50-50. Sincèrement, parce que je l'ai re-regardé. Hein. Après, chacun, on aime Button, ou on aime... Après, tu sais, il y a toujours le parti pris, et c'est normal. J'essaie d'être objectif, et là, honnêtement, j'aime bien les deux, pour des raisons différentes, mais j'aime bien les deux. Moi, je pense que c'est, en gros, 50-50. Alors, après, certains diront 60-40 pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, malheureusement, pour Alonso, qui aurait pu faire une très belle course, bah, il paye l'addition, mais c'est la course. Hein. C'est pas tout dans les accrochages, tu vas aussi nous parler de Hamilton-Weber. Alors, au départ, et Hamilton encore, que peux-tu nous dire sur la mauvaise passe quand même du pilote McLaren là, hein. Il est trop chaud, là. Il se met une pression incroyable. Il a fait un Grand Prix de Monaco chaotique. Avec le recul, il l'a admis. Je pense qu'il a regardé les images, je pense qu'il a discuté avec son équipe, avec peut-être même Button, avec d'autres. Il a dit, bon, ok, j'y étais pas, j'étais à côté de la plaque. Donc, il se met la pression, et à mon avis, c'est pas fini. Parce que là, pour le coup, comme il a été nettement en deçà de son équipier qui fait un Grand Prix formidable et qui passe largement devant lui. 16 points d'écart entre les deux maintenant. Et puis, vraiment, il fait un beau boulot, hein, Button, parce qu'il devient, au deuxième rang, bon, 60 points de retard, certes, mais il a 16 points d'avance, c'est énorme. À mon avis, Hamilton, il faut qu'il se reprenne gravement. Alors, Weber, bah, écoute, ça, c'est une petite erreur pour le coup, mais lourde de conséquences pour Weber, hein, parce que Weber se trouve renvoyé, il part en tête à queue, heureusement, sans dommage. On en a vu beaucoup des comme ça, hein, à cet endroit-là, au Canada. Donc je ne vais pas le charger plus que les autres, on en a vu pas mal, surtout à ce moment-là sur le mouillé, etc. Mais bon, c'est pas bien quand même, quoi, c'est clair. Oui, ok. C'est pas bien. Bon, donc affaire à suivre côté Hamilton. Alors, Vettel qui craque, juste je reviens brièvement, bon... est-ce que tu l'avais un petit peu anticipé quand même? Est-ce que c'est un signe qui veut dire qu'effectivement, bon, tout est relancé? Ou est-ce que quand même, quand tu fais les comptes, les victoires et les deuxièmes places, il est encore largement devant? Il est très largement devant, on vient de le dire, hein, 161 points, 60 points d'avance sur son poursuivant Button. Il maîtrise. J'allais presque dire, il n'est pas infaillible, c'est ce qu'on a vu, puisqu'on peut le pousser à la faute, la preuve. Il est capable de commettre encore des erreurs, c'est plutôt rassurant pour ses adversaires, ça veut dire que sous la pression, il peut craquer également. Maintenant, il contrôle, il est intelligent, il peut très bien sortir complètement à un endroit, se mettre dans le mur et marquer 0 points. Or là, il marque quand même les 18 points de la deuxième place. Donc, non, il est quand même remarquablement fort. Il est, on connaît, c'est un champion qui ne gagne pas, il est frustré. Donc à l'arrivée, il fait la gueule, pardonne-moi l'expression, on voit bien, il essaie de faire, bonne contenance, mais il fait la gueule, il s'est fait avoir, en plus dans le dernier tour, etc. Donc il se dit, ok, il m'a eu. Mais il est prenable. La preuve, il est prenable. Et donc, ça veut dire que les McLaren sont capables de faire jeu égal avec les Red Bull. Le jour où Hamilton aura résolu ses problèmes de fusible, ça ira mieux. Michael Schumacher, alors, on y a cru à ce podium? Oui. Donc là, il fait un beau Grand Prix. Complètement. Alors là, surtout que si on compare à l'équipier, là, il faut lui servir. Hein. Rosberg est dans les choux, il est loin. Bon, il a eu des problèmes comme tout le monde, mais il termine 11e. Schumacher, il fait le boulot. On a retrouvé Michael Schumacher. Alors évidemment, il se fait quand même, il en voit passer 3, hein, donc c'est ça qui est amer. D'un autre côté, moi j'ai eu plaisir à constater qu'il n'a pas fait de tour un peu compliqué, si tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas eu de comportement, tout à fait. on va dire, au-delà de l'agressivité, comme on l'a connu dans le passé. Il s'est comporté, il a défendu sa place avec acharnement, ce qui est normal, mais il n'en a pas trop fait. Donc moi, je trouve que, non, ça m'a fait plaisir pour lui. D'ailleurs, bon, je l'aurais bien vu sur le podium. Mais d'un autre côté, est-ce que le Schumacher de la grande époque se serait laissé dépasser? Je ne sais pas. Peut-être pas. Et côté accessible, finalement, Petrov 5, Massa qui double Kobayashi vraiment sur la ligne.
ligne, mais lequel Kobayashi a été pointé à un moment donné deuxième. Oui. Et puis même Alguersuari, que j'ai envie d'inclure dans ce groupe, qui part des stands au départ du Grand Prix, puis finalement se retrouve 8. Bon, bien sûr, il y a plein d'événements qui ont fait que peut-être ces classements apparaissent un chouïa flatteur, mais le fait est qu'ils y sont. Bon, alors donc là, il y a des pilotes qui sont mis en évidence. Écoute, pour des jeunes pilotes de cette acabit, on rappelle, Petrov, c'est seulement la deuxième saison complète, Kobayashi aussi, complète véritablement. Alguersuari, même chose, il est arrivé au milieu de la saison, on le sait bien. Sébastien Buemi n'a pas grosse expérience non plus. Se retrouver à l'arrivée déjà d'une course comme celle-là, c'est déjà en soi un exploit. Se retrouver dans les points quand on est jeune pilote avec une monoplace, puis il faut rappeler les paris de Kobayashi aussi, audacieux, toujours pareil. Non, moi, ils me plaisent bien. Là, je veux dire, Vitaly Petrov a fait une très belle course, surtout qu'Heidfeld, malheureusement, se fait piéger de la façon que l'on connaît. Donc, c'est du bon boulot. Moi, je dis bravo les jeunes pilotes. Dernière question, Jean-Luc, en 1 minute. Ouais. Est-ce que tu crois que malgré tout, ce Grand Prix du Canada pourrait être menacé? J'ai envie d'inclure beaucoup de choses qu'on a vues au niveau des infrastructures peut-être, même de la piste qui semble un peu anachronique par certaines occasions, les opérations de nettoyage si j'ose dire. Bon, est-ce que des fois tu t'es pas dit là on n'est pas tout à fait dans les normes actuelles modernes? Alors oui, probablement, on n'est pas dans les normes actuelles. Maintenant, moi je l'ai dit également sur RMC, je trouve que c'est bien de préserver ces circuits-là parce que c'est une tradition, même si là, indubitablement, il faut que les organisateurs travaillent sur l'évacuation et le drainage. Donc mettre un nouveau revêtement, beaucoup plus drainant, et puis évacuer naturellement l'eau d'une manière, la preuve, ça peut arriver. Donc on prend le cas extrême et on essaie de le résoudre. Donc ça, c'est le premier point. Après, évidemment, la configuration générale avec les murs et les rails tout autour du circuit, on la connaît, mais c'est un peu un genre de Monaco, c'est pour ça qu'on le compare, c'est un circuit naturel. Moi je dis que s'il n'y a que des circuits dessinés par Hermann Tilke, on va s'ennuyer très rapidement, et je suis pour la sécurité évidemment à fond, là aussi tant mieux, et je touche du bois si on n'a pas connu de drame depuis longtemps, mais malgré tout, moi j'aime les circuits naturels, j'aime les circuits qui représentent des challenges, j'aime des circuits où le courage, le vrai courage des pilotes, quand on sort à 300 et qu'on se fait rien, ma foi on peut tenter 1 fois, 2 fois, 10 fois, là on sait très bien que si on commet une erreur, on tape le mur et c'est terminé. Moi, j'aime bien cet exercice de style en réduisant les risques au maximum. Donc, à mon avis, il y a un travail, on l'a dit, de revêtement, de drainage et peut-être des commissaires. Je vais oser le dire, on l'a vu notamment à certaines occasions. Le pauvre, je ne vais pas me moquer de lui, celui. Bon, un peu plus entraîné, peut-être un peu plus opérationnel. Style ceux de Monaco que l'on loue habituellement. Et c'est pour ça il faut les meilleurs commissaires du monde, mais il les faut partout. Et c'est l'occasion de leur rendre hommage une nouvelle fois. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, Jean-Luc. Merci de toutes tes explications. Je vous rappelle que tous les Grands Prix de F1, vous pouvez les suivre sur motorci.com grâce à nos amis et partenaires de F1-direct.com. Voilà, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Europe. Valencia. Bon, normalement, il pleuvra moins. Oui, voilà, effectivement. Mais bon, le grand feuilleton de la Formule 1 va reprendre donc. Et on se retrouvera sur motorstv.com pour un nouveau débriefing. Salut Jean-Luc. Salut.